La psyché féminine possède un attrait énigmatique, du moins du point de vue masculin. Peut-être les femmes possèdent-elles une compréhension exhaustive de la logique qui sous-tend leurs propres pensées, priorités et actions. Néanmoins, Eustace Booth affrontait les complexités du raisonnement féminin avec une franchise inégalée. Debout dans l'encadrement de la porte, une horreur profonde envahit son âme face au spectacle qui s'offrait à lui. Curieusement, la colère, le ressentiment et la rage étaient absents. Même la jalousie ne parvenait pas à s'allumer en lui à cet instant. Seule la perplexité et une terreur dévorante prévalaient avant la désintégration abrupte de son existence. Que le ciel préserve quiconque d'endurer un tel tourment. Cette année de sa vie, ainsi que son amour et son dévouement, s'étaient évanouis. Une famille conventionnelle, leur bonheur collectif et la joie de leur enfant gisaient en ruine. Ceci semblait plus dévastateur que la mort, car la mort met fin à toute souffrance, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Il était désormais condamné à vivre avec cette agonie, potentiellement pour une durée prolongée. Pourtant, que diable, Booth restait un avocat. Un segment de son esprit passa automatiquement dans un état d'évaluation détaché et rationnel, affirmant subtilement sa présence, exigeant des preuves. En effet, cette notion, bien que lente à se matérialiser, finit par pénétrer sa conscience. Eustace la percevait comme le seul concept rationnel dans une situation dépourvue de toute semblance de raison. Cette pensée le propulsa à l'action. Activant la fonction d'enregistrement vidéo de son téléphone, il avança davantage dans la pièce, s'assurant que la caméra capturait distinctement les visages des amants plongés dans leur acte passionné. Ils restèrent inconscients de sa présence, leurs yeux scellés dans une extase béate. L'idée d'une agression physique fut immédiatement écartée. Margary, ayant relevé sa jupe, chevauchait l'homme qui était allongé sur le dos. Tous deux n'avaient exposé que les zones nécessaires, restant vêtus pour le reste. L'homme sur le tapis avait baissé son jean jusqu'à mi-cuisse, tandis que Margary avait simplement repositionné le gousset de sa lingerie. Manifestement, dans la chaleur de leur rencontre frénétique, les amants avaient estimé que c'était une solution pragmatique. Au milieu de l'absurdité totale de la scène, Eustace reconnut l'homme comme étant le bassiste et chanteur principal du groupe pacifiste Boy, qui s'était récemment produit lors de l'événement qui venait de se terminer. Un individu imposant, bel homme aux cheveux longs, qui avait captivé en profondeur le contingent féminin de l'élite sociale d'Olympia. La fondation Sauver Olympia, supervisée par sa femme au nom de l'administration municipale, avait conçu le concert de charité d'aujourd'hui. Ils avaient présenté le musicien comme Bob Dylan, une notion tout à fait absurde. Confondre le ténor vibrant et juvénile de cet interprète avec le baryton rauque du véritable Bob Dylan était tout simplement inconcevable. Pourtant, il commandait un public important, particulièrement parmi les femmes. Son répertoire englobait des thèmes de marijuana et d'amour libre, de voyages planétaires sans but, d'adultère, d'homosexualité et de protestations anti-establishment. En substance, l'ensemble complet pour un public adolescent susceptible. La jeunesse locale le vénérait lors du rassemblement officiel de ce soir. Pour être juste, ses chansons avaient adopté un ton un peu plus doux, traitant principalement d'affections non partagées et de séparations douloureuses. Cependant, il avait apparemment découvert une compagne avec qui partager cette affection. Les deux amants respiraient laborieusement, semblant synchronisés dans leur rythme. Ce soi-disant Bob agrippait les hanches de Margary, les serrant au rythme de chaque ondulation, tandis que la femme d'Eustace, les yeux fermés et un sourire béat illuminant ses lèvres, tordait l'ourlet de la chemise fine de son amant dans ses poings, émettant de doux halètements. Apparemment submergé par les sensations inoubliables du moment, la perplexité de Booth se dissipa dans un vide omniprésent, dense et visqueux comme du pétrole brut. Eustace désactiva son téléphone, s'éclaircit discrètement la gorge et demanda d'un ton creux, presque sépulcral, « Margie, as-tu perdu la tête ? Qu'est-ce que tu fais ?» Les amants reculèrent comme électrisés. Margary baissa frénétiquement sa jupe, tentant de dissimuler son impudeur, tandis que l'homme, les yeux fuyant nerveusement, se traînait en arrière sur le tapis vers le coin, se déplaçant maladroitement sur son postérieur. Marge. Elle sembla s'être réveillée d'une transe. Ses yeux papillonnèrent dans la pièce, confus. Elle regarda son mari avec une incrédulité totale. « Justy, qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'observe, » répondit-il calmement, « je suis témoin de la transformation de ma femme en adultère. Je dois avouer, c'est un processus plutôt désagréable. » Puis, avec un sarcasme acerbe, il ajouta, « Chérie, puis-je te poser une question ?» Et sans attendre la permission, il persista, « Pourquoi ? Pourquoi comme ça ?» Il fit un geste vers la scène devant lui.
Je ne parviens pas à comprendre. Tu semblais être une personne normale. Marge se hâta de répondre. Chérie, je n'arrive pas à comprendre comment c'est arrivé. Je suis incapable de l'expliquer. Ce n'est pas ma faute. C'est entièrement son œuvre. Elle désigna son amant malheureux, qui se dépêchait frénétiquement de se rhabiller et de fermer son pantalon. L'avocat qui sommeillait en bourse refit surface. Avez-vous consommé quelque chose? Quelque chose que... Lui, Eustace hocha la tête vers Bob, aurait pu glisser dedans. J'ai bu. J'ai bu du champagne. À ce moment précis, celui qui se faisait appeler Dylan intervint. Cette ruse ne marchera pas, compris? Je n'ai rien introduit dans sa boisson. Vous comprenez? Vous pouvez tout à fait la faire examiner par un médecin. C'est elle qui a fait le premier pas. C'est clair? Marge sembla chercher à se justifier. Il m'a engagé dans une conversation, en me disant des choses inhabituelles. Et j'ai perdu le contrôle. Chérie, je peux arranger ça. Bien sûr, elle comprenait parfaitement qu'arranger ça frôlerait l'impossible, se situant sur le précipice de l'infaisabilité. Un silence profond s'ensuivit. Booth laissa silencieusement son regard osciller entre sa femme et son amant, puis revint à sa femme. Par la suite, il prit une décision définitive. Il cracha avec dégoût, se retourna et quitta la pièce. Son état de choc joua un tour ironique à la justice. Au moins, il ne se retrouva pas incarcéré pour agression. Il n'avait aucun souvenir de son trajet de retour. Son fils était hébergé chez sa grand-mère pendant l'événement en ville, et la maison était vide et silencieuse, ressemblant à un mausolée. C'est du moins ce que pensa Justice, tandis qu'il sombrait dans la torpeur sur le canapé d'invité. Le vide pesait sur sa poitrine comme une dalle de béton. La douleur était intense, presque insupportable. Il contempla le suicide. Mettre fin à son angoisse intérieure lui semblait une résolution attrayante, car la vie avait perdu tout son sens, et l'avenir ne promettait rien. Le vide. Pourquoi alors endurer une telle souffrance? Seul son sens profondément ancré des responsabilités envers Simon, son fils, empêcha Eustace de commettre un acte fatalement imprudent. Son affection paternelle dissuada Booth de se loger une balle dans le crâne. Il décida de rompre les liens avec le monde, de reprendre ses esprits, et d'offrir à son esprit l'opportunité de se refaire, même marginalement. En conséquence, il trouva des comprimés de valériane dans l'armoire à pharmacie, en ingéra 2, et les avala directement au robinet. Puis, il fit une pause, réfléchit un instant, et avala 2 comprimés supplémentaires. Eustace n'avait jamais eu recours à des sédatifs auparavant. Sa propre discipline lui avait toujours suffi, et il ignorait donc le dosage approprié. Naïvement, il se dit que s'il succombait à une overdose, c'était peut-être tout simplement son destin. Il sombra dans le sommeil, à moitié allongé sur le canapé. Il est peut-être temps de consacrer quelques mots au protagoniste de ce récit, Eustace Booth. Un Américain ordinaire, un avocat moyen, et un père de famille typique, il exerçait la fonction de médiateur au sein d'une organisation où il avait suivi un cours du soir de 246 heures et reçu la certification correspondante. Il n'était pas un décrocheur sans diplômes universitaires. Bien au contraire. Avant de s'inscrire au cours de médiation, il avait déjà obtenu 2 diplômes. Le premier était un juris doctor de l'université de Seattle, lui octroyant le droit de pratiquer le droit. Le second était un Master of Laws, également de la même université, spécialisé en droit des sociétés. Il obtint ce diplôme en juin 1992 et décrocha rapidement un poste à Olympia, sa ville natale. Ne vous laissez pas tromper par le fait qu'Olympia est la capitale de l'État de Washington. C'est un lieu plutôt provincial, une petite ville quelque peu délabrée et poussiéreuse, qui ressemble peu à Seattle, avec ses 4 millions d'habitants. Néanmoins, la majorité des litiges économiques de l'État sont tranchés dans la capitale. En l'an 2000, Eustace avait gravi les échelons et occupait le poste de médiateur principal au centre de résolution des litiges avant procès. En effet, il était devenu le médiateur en chef pour l'ensemble de l'État de Washington. Le poste n'était pas exactement une manne financière. Il ne transformerait personne en millionnaire, mais il gagnait honnêtement ses $100 000. En 2001, il gagna même $133 000. Cela lui suffisait. Sa femme, Marjorie, était employée comme économiste comptable au sein du département du commerce de l'administration d'État. Elle était diplômée de la même université de Seattle,
de la faculté de comptabilité, et possédait les certifications CMA et CIA. Spécialiste très apprécié au sein de la machine bureaucratique locale, bien qu'il soit vrai que c'est son oncle qui lui avait obtenu le poste au sein de l'administration. Marge, elle aussi, était une Américaine moyenne. Elle ne possédait aucun attribut particulièrement remarquable ou éblouissant. Née dans la petite ville de Fairtree, dans le comté de Skagit, elle restait, malgré sa position relativement élevée, une personne un peu rustique, sans prétention et diligente. Une famille simple, une maison simple sur Chamber Street, un enfant simple. Simon, des préoccupations simples, une vie simple. Et puis, ceci. Il s'éveilla comme à son habitude à 6 heures. Cela lui servait de réveil interne. Immédiatement, il se remémora les événements de la veille. L'amertume et le ressentiment refirent surface tandis qu'il s'observait dans le miroir. Quel spectacle! Son pantalon était froissé, sa chemise raide, sa cravate de travers. Grand Dieu, il s'était endormi avec une cravate. Quelle fat! Diantre! Booth se leva péniblement et entreprit de se faire une toilette. Il évitait de poser les yeux sur la chambre. Il n'avait aucune envie de voir sa femme. Cependant, en s'approchant du placard pour prendre ses vêtements de travail, il réalisa que Marge n'était pas rentrée. Le lit était soigneusement fait. Eustace songea un instant à son jogging matinal habituel, puis esquissa un sourire sombre. Dans son état actuel, c'était hors de question. Il devait s'asseoir et considérer la situation avec un esprit clair, afin de trouver un moyen de résoudre cet imbroglio. Une situation désastreuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Il décida que Simon devrait résider chez sa belle-mère pendant un certain temps, au moins jusqu'à ce qu'il ait résolu son problème actuel. Ses beaux-parents résidaient à proximité, à Fairtree, à seulement 3 kilomètres de là. Joel Fleming, le père de Marge, était sergent de police, affecté comme patrouilleur d'autoroute sur son itinéraire désigné. Sa mère incarnait l'archétype de la femme au foyer de petite ville, aimable, chaleureuse et prévenante. Ayant subi la perte prématurée de ses propres parents, Eustace avait développé un profond attachement aux Fleming, les considérant presque comme ses propres géniteurs. Et maintenant, que s'était-il passé? En effet, des questions se posaient. Eustace avait des connaissances limitées en droit de la famille, malgré l'obtention de son diplôme de droit. Sa spécialisation, comme indiqué précédemment, était le droit des affaires. Booth délibéra un moment et conclut qu'avant le début de sa journée de travail, il devait se rendre à cet hôtel. D'une part, il avait besoin d'informations sur l'état de sa femme. Qui pouvait savoir? Peut-être que ce détestable Dylan était une sorte de maniaque. Marjorie avait tenté d'élucider quelque chose. Apparemment, ce Bob lui avait dit quelque chose avant, bien avant, toute cette affaire. Et les maniaques peuvent faire preuve d'une persuasion remarquable, de véritables virtuoses de la manipulation. Deuxièmement, il n'aurait pas dû la laisser à l'hôtel. La voiture de Marjorie était restée à leur domicile, bien garée dans le garage. Et malgré tout ce qui s'était passé, il se souciait de sa femme. Au Hilton Garden Inn d'Olympia, on lui apprit que le groupe pacifiste Boy avait quitté l'établissement la nuit précédente. À 22h30, Eustace demanda si une femme les avait accompagnés, une brune vêtue d'un tailleur bleu foncé. Ils confirmèrent qu'une femme correspondant à cette description était partie avec le manager du groupe. Booth remercia la réceptionniste, laissant un billet de $10 sur le comptoir. Ensuite, il quitta le bâtiment, abasourdi. Marjorie était partie avec un groupe de rock. Où allait-elle? À quoi pensait-elle? Avait-elle sombré dans la folie? Et Simon? Quelle explication allait-il donner à son fils? Les questions provoquèrent un violent mal de tête à Eustace, l'obligeant à rester assis dans sa Subaru pendant un certain temps, à contempler la situation. Par la suite, il démarra le moteur et se rendit à Fairtree pour voir son enfant. À 7h30 du matin, il était déjà arrivé. En observant le visage pâle et inanimé de son petit-fils, les Fleming s'inquiétèrent. « Justy, il s'est passé quelque chose ?» demanda sa belle-mère avec anxiété. En effet, Suzanne, quelque chose s'est passé. Et il raconta à ses beaux-parents le déroulement des événements, omettant certains détails. Eustace, mon cher garçon, fit remarquer sa belle-mère, luttant pour réprimer sa panique, tu te trompes peut-être. Justy, es-tu certain que tout se passe exactement comme tu le décris? Suzy? J'ai quand même gardé la présence d'esprit d'enregistrer une vidéo de cette honte. Voulez-vous la regarder?
Suzanne parut déconcertée, mais Joël acquiesça. Très bien, mon fils, montre-la nous. La courte vidéo produisit une profonde impression. Suzy pleura silencieusement, tandis que Joël pâlit et serra les lèvres. Voici ma proposition, continua Booth. Le nœud du problème, c'est que Marjorie s'est enfuie avec ce groupe et avec son amant. On ignore où il se trouve. Joël, serais-tu disposé à signaler la disparition de ta fille? En tant que policier, ta demande aura beaucoup plus de poids qu'une requête de ma part. Qu'en penses-tu? J'ai peur que Marjorie ne soit en danger. Oui, Justy. Oui, bien sûr. Je déposerai le rapport dès ce matin. Je le remettrai personnellement au service central de l'État. Justy, crois-tu que Marjorie qu'il pourrait lui faire du mal? Joël, tout est possible. Tout le groupe est sous l'influence du cannabis. Mon Dieu, soupira Suzanne en joignant les mains. Il me reste une dernière requête à formuler, déclara Eustache. Suzy, accepterais-tu de prendre soin de Simon pendant un certain temps? De le garder avec toi? Je crains de ne pas avoir suffisamment de temps pour l'emmener à la garderie pour le moment. Bien sûr, acquiesça Suzanne. Elle promit de conduire et de ramener son petit-fils personnellement au centre de la petite enfance. Et une autre chose, maman, papa, j'ai peur que Marjorie n'essaie d'enlever Simon et de s'enfuir avec lui. S'il vous plaît, ne la laissez pas faire dans son état actuel. L'environnement dans lequel elle se trouve actuellement n'est pas un lieu pour un enfant. Elle endommagera irrévocablement sa vie. Je vous en conjure. Joël s'efforça de rassurer son gendre. Suzy, ma chère, as-tu bien compris? Si notre fille se présente, contacte-moi immédiatement. Compris? Immédiatement. Et en aucun cas, ne la laisse pas prendre Simon. Sinon, nous risquons de perdre notre petit-fils. Suzanne acquiesça en essuyant ses yeux avec sa manche. Et Joël continua, chérie, et toi, Justy, nous devons nous unir en ce moment. Notre fille est en danger. Elle a besoin d'être sauvée. Je soupçonne que quelque chose a altéré son état mental. Elle n'aurait pas pu faire ça. Il ne correspond pas à son caractère d'abandonner son mari, d'abandonner son enfant. Non, quelque chose ne va pas. Eustache acquiesça, rejoignant l'avis de son beau-père, bien que cela ne lui apportât aucun réconfort au travail. Il mit ses dossiers en attente et demanda à la direction de s'abstenir de lui confier des affaires importantes pour le moment. Le mercredi, la police arriva à son bureau. 2 détectives entrèrent dans son bureau sans prévenir et menèrent un interrogatoire approfondi. Ils cherchaient des informations complètes sur les événements précédant la disparition de sa femme, leurs différents conjugaux et abordèrent à plusieurs reprises le sujet de la violence domestique. Eustache eut l'impression distincte qu'il le soupçonnait d'avoir assassiné sa femme. Finalement, après avoir recueilli toutes les informations nécessaires, les officiers partirent. Booth resta assis, trempé de sueur à cause de la tension nerveuse, l'esprit accablé de pensées sombres. Un jour plus tard, son beau-père téléphona et rapporta que Marjorie avait été localisée, qu'elle était saine et sauve et qu'elle collaborait avec le groupe. Pacifiste boy, murmura Eustache à voix haute. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Est-ce qu'elle passe la serpillière? Je ne sais pas, Eustache, répondit Joël. Je veux observer cela de mes propres yeux. Le groupe se produit dans un club privé à Bellevue. Le concert est prévu pour avril. Je vais y conduire. Voulez-vous m'accompagner? Très bien, Joël, allons-y. J'apporterai aussi sa voiture. La Kia Soul de Marjorie était restée inutilisée dans le garage, et elle pourrait en avoir besoin. Pourquoi attendre avril? Demanda Booth. Ne pouvons-nous pas la rencontrer plus tôt? Personne ne connaît leur lieu de résidence avant cette date. Je soupçonne que même ces clowns eux-mêmes n'en sont pas certains. Le concert de Pacifist Boy eut lieu dans la soirée du 3 avril 2001 au Bellevue Club. Joël y assista pour observer sa fille, vêtue de son uniforme de policier, tandis que Suzanne restait à la maison avec l'enfant. Eustache suivait le véhicule de patrouille autoroutière Chevrolet de Joël dans la voiture de sa femme. Naturellement, ils n'obtinrent pas immédiatement l'accès au club, mais Joël expliqua avec assurance et fermeté à l'administrateur qui s'approchait qu'il souhaitait assister à la représentation de sa fille, une certaine Marjorie Booth, ce soir-là. L'administrateur s'excusa un instant, et à son retour, il les invita à entrer. Ce n'était pas une salle de concert avec des rangées de sièges. Les individus étaient assis à de petites tables, dégustant des salades et des boissons.
L'atmosphère était informelle et détendue. Lorsque le groupe commença à jouer, Eustache ne reconnut pas immédiatement Marjorie. Elle avait changé de coiffure et teint ses cheveux châtains foncés. Le maquillage épais la rendait presque méconnaissable. Marjorie était vêtue d'un body noir et de barésilles, et elle chantait, se balançant au rythme de la musique. Elle chantait les chœurs aux côtés d'une grande femme à la peau foncée et au crâne rasé. Ensemble, elles présentaient une juxtaposition frappante, grande, courte, plantureuse, avec une peau olive claire et une profusion de cheveux bouclés, vêtue entièrement de noir, et la femme afro-américaine, grande, mince, dans un poncho criard. Mais elle chantait, en effet, elle chantait bien. Eustache et son beau-père endurèrent l'intégralité du concert dans un coin faiblement éclairé à une petite table. L'établissement leur offrit 2 bières gratuites, qu'ils sirotèrent lentement, conversant doucement l'un avec l'autre. Tous deux étaient consternés par la transformation radicale de l'image de la femme qui avait toujours été une fille et une épouse modeste. À la fin de la performance de Pacifist Boy, un grand homme monta sur scène. Il fut présenté comme Neil Rogers, le producteur du groupe. Il déclara, « Mesdames et messieurs, je suis ravi de vous présenter mes 2 magnifiques découvertes dans le monde de la musique. » Un 12 air de jazz emplissait la salle pendant que Neil poursuivait, « Permettez-moi de vous présenter notre première chanteuse, Adhiambo Konimba. » Une salve d'applaudissements, s'il vous plaît. J'ai découvert cette merveilleuse jeune femme dans la ville de Spokane. J'ai eu la chance de l'entendre chanter du gospel tout en nettoyant les tables d'un café. Elle possède une voix incroyable, véritablement incroyable. Adhiambo, dit quelque chose. La jeune femme gloussa, cachant ses grandes dents avec ses mains, et d'une voix de contralto profonde, elle dit, « Neil, tu exagères. C'est moi qui ai la chance de t'avoir rencontré. » En effet. Sa voix était inhabituellement grave et mélodieuse, semblable à une phrase jouée au hautbois. Applaudissements, mesdames et messieurs. Applaudissements, insista Neil, et le public applaudit joyeusement et avec enthousiasme. Et voici ma seconde découverte, notre Marjorie Booth. Neil posa ses mains sur les épaules de Marjorie et la guida vers l'avant. Un jour, commença Neil, elle était assise tranquillement dans un coin de notre salle de répétition, et soudain j'ai entendu une douce et pure voix de soutien. Comprenez-vous, mesdames et messieurs? Comme ça, sans aucune préparation, elle a magnifiquement interprété la 2e partie. Notre chanteur principal, le célèbre et très aimé Bob. Bob, salue notre public estimé. Bob, tout en jouant de sa basse, s'inclina effectivement. Alors, continua Neil, pointant un doigt vers le bassiste, il s'est énervé, et je lui ai dit, tais-toi, Bobby. Puis je me suis tourné vers notre opérateur de son et j'ai dit, Transit. Nous l'appelons tous Transit, pour une raison ou pour une autre. Donnez-lui un microphone. Et à partir de ce moment, elle est devenue un membre permanent de notre groupe. Applaudissements pour notre Marjorie. Applaudissements. Joël se pencha vers son gendre et murmura doucement. Quand elle était à l'école, elle chantait dans la chorale de notre église paroissiale. Dès que les applaudissements se calmèrent, Eustace se leva et dit à haute voix, « Marjorie, j'ai apporté ta voiture. Je crois que tu pourrais en avoir besoin. » Sa femme se figea, déconcertée, et se déplaça nerveusement sur la scène, comme si elle cherchait une voie de sortie. Mais alors son père prit la parole. « Ma fille, ma chère enfant, tout va bien. Je suis fier de toi. » Et la fille, sautant de la scène, courut vers son père et l'embrassa. Le public répondit par une nouvelle salve d'applaudissements. Eustace posa les clés de la voiture sur la table, fit un signe de tête à son beau-père et quitta la salle, visiblement mal à l'aise. Il semblait que Marge avait bel et bien attrapé sa grue, saisissant son importante opportunité. Il ne restait plus à Eustace qu'à trouver du contentement dans son triomphe. Sur le parking, la Chevrolet de patrouille de la police émit un bref signal sonore. Joël avait prudemment déverrouillé les portes à distance pour son gendre. La fois suivante où ils croisèrent Marjorie, c'était 8 ans plus tard. Eustace ne lui écrivit jamais, ne téléphona jamais, ne chercha jamais à la rencontrer. Pourquoi l'aurait-il fait? Il s'abstint complètement de la déranger. Néanmoins, des nouvelles concernant son ex-femme continuaient d'apparaître à la télévision et sur Internet. À une occasion, il y avait même un article sur elle dans un périodique local. Elle avait accordé une interview exclusive à l'Olympia News. Malheureusement, l'article était élogieux. En 2004, Marge se lança dans une carrière solo florissante. En 2005, elle sortit son premier album de blues,
qui atteignit des ventes de 500 000 exemplaires. Pendant les vacances, Marge envoyait des cartes de vœux et des enveloppes à son fils, chaque carte contenant un billet de $100. La même année, Booth ouvrit un compte d'épargne pour son fils à la banque Capital One. Bientôt, des virements de $1000 commencèrent à y apparaître. Après avoir consulté son père, Simon décida de ne pas dépenser les fonds reçus de sa mère, optant plutôt pour les conserver pour ses études universitaires. Il nourrissait l'espoir de devenir avocat ou gestionnaire d'entreprise. Le garçon eut beaucoup de mal à s'adapter. Lors de son entrée à l'école primaire, tous les enfants étaient accompagnés de leur mère, certains même par les deux parents. Cependant, Simon tenait simplement la main de son père. Les mères, ignorant l'histoire de la famille Booth, demandaient « Où est ta maman ?» Simon répondait en marmonnant, presque en larmes, « Elle est occupée. » Pour Eustace, toute son existence tournait désormais autour de son fils. La maison, le travail et les diverses activités du garçon constituaient ses seuls itinéraires. 3 ans après la disparition de Marge, Eustace entama une procédure de divorce devant le tribunal de comté d'Olympia, une ville de 40 000 habitants. Beaucoup savaient déjà comment Marjorie Booth avait cultivé sa carrière. Par conséquent, le divorce fut prononcé avec un simple délai d'1 mois, invoquant une séparation prolongée sans perspective de réconciliation, comme stipulé dans l'ordonnance du tribunal. Eustace s'abstint de citer l'infidélité comme motif de divorce. Il n'exigea ni pension alimentaire ni aucune autre forme de compensation. La maison était un héritage de ses parents défunts, excluant tout partage des biens. Après une durée de 3 ans, il était universellement entendu que le mariage n'existait plus au sens propre du terme. La garde complète fut accordée à Eustace, la mère n'ayant pas comparu à l'audience. En mai 2004, Marge était en tournée aux Pays-Bas, et personne ne savait où lui faire parvenir la citation à comparaître pour son fils. Marge se transforma en une sorte de chérubin impalpable, existant quelque part au loin dans son propre monde fantastique et perpétuellement distant, rappelant occasionnellement son existence par des emails, des cartes postales et des virements d'argent. À une occasion, Marjorie envoya même à son ex-mari $10 000 avec un mot manuscrit, « Justy, mon cher, j'ai commis un péché grave. J'ai l'intention de t'envoyer une partie de mes droits d'auteur pour apaiser en quelque sorte ma culpabilité. » Eustace retourna l'argent avec une réponse succincte, « Ne fais pas ça. » En juin 2005, Simon, âgé de 10 ans, vint trouver son père avec une nouvelle. « Papa, je ne veux plus être avocat. J'aspire à devenir musicien. » Eustace lui offrit son soutien. « Oh, mon fils, tu serais un musicien formidable. Tu as de bons gènes. Que dois-je faire pour que tout se déroule comme je le souhaite ?» « Eh bien, Simon, » répondit calmement son père, « ce n'est pas ce que tu dois faire, mais ce que nous allons faire. Je vais me renseigner, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'école de musique à Olympia. Par conséquent, nous ferons probablement appel à un professeur particulier pour toi. Après avoir terminé tes études secondaires, tu t'inscriras dans une université avec un programme de musique. Qu'en dis-tu » Naturellement, Simon acquiesça. « Tu sais, papa, confia-t-il, j'ai écrit une lettre à maman. Un email. Je souhaite connaître son avis. » Simon correspondait régulièrement avec Marjorie, une connexion qu'Eustace encourageait. Non pas qu'il éprouvait de l'affection pour son ex-femme, mais étant donné ses revenus substantiels et considérant que Simon était son seul héritier, pour le moment. Donc, concernant la musique. C'est précisément ce qu'ils mirent en œuvre. Son père engagea 2 musiciens professionnels locaux, un claviériste et un guitariste. Il acheta des instruments de haute qualité et coûteux pour son fils et établit un programme de leçons à domicile. Le temps libre de Simon disparut complètement. Il souhaitait arrêter la lutte gréco-romaine, mais ni son grand-père ni son père ne lui permirent de prendre une décision aussi imprudente. Il voulait que Simon devienne un homme robuste et en bonne santé, et non un frêle rat de bibliothèque. Au championnat junior de l'État de Washington en 2008, plus de 1000 élèves participèrent. Simon, 13 ans, ne décrocha pas de médaille, mais il remporta 8 victoires et atteignit le 2e rang junior. Un garçon fort, il ressemblait à la branche paternelle de sa famille. Grand, large d'épaules, les bras longs, un type normand aux cheveux blonds, et, il faut le reconnaître, beau. En effet, tout à fait. Beaucoup remarquèrent que Simon possédait des qualités photogéniques considérables. Leur objectif après le lycée était de postuler au Curtis Institute of Music dans le programme de guitare. Le piano étant une matière obligatoire pour tous les étudiants, quelle que soit leur spécialisation,
Simon l'étudierait également. Tels étaient leurs plans ambitieux. L'argent n'était pas un problème. En 2009, Eustace, en tant que chef du département de médiation, gagnait près de 200 000 $ par an, en fonction du volume de travail. Par conséquent, les soucis financiers étaient inexistants. Simon possédait tout ce qu'il pouvait concevoir de désirer. Cependant, le garçon n'était pas gâté. Son père et son grand-père, un policier, l'élevaient pour être, tout simplement, un homme. À l'âge de 10 ans, la voie future de Simon était déjà clairement définie. Les femmes. Initialement, Eustace recula devant l'attention féminine, malgré son abondance. Voyez-vous, à Olympia, avec ses 50 000 habitants, les femmes étaient beaucoup plus nombreuses que les hommes, pour des raisons inconnues. Il rencontra Kanisham dans une clinique dentaire où elle travaillait comme infirmière. Son mari l'avait abandonnée pour une femme plus jeune et avait disparu, la laissant seule avec un fils de 4 ans. Le hasard voulut qu'elle résidât dans la même rue du Côté-Haie, à seulement 200 mètres de la résidence de Booth. Finalement, cela s'avéra être une expérience difficile d'incompatibilité personnelle. Pas émotionnellement, tout entre eux avait été merveilleux. Eustace et Kanisha partageaient de nombreux intérêts et appréciaient sincèrement la compagnie l'un de l'autre, y compris les moments intimes. Cependant, il y avait un problème physiologique subtil. Quand elle transpirait, son corps émettait un parfum particulier qui, pour une raison inexplicable, affectait Eustace d'une manière inhabituelle. Pas désagréable, simplement vif, minéral, presque métallique. Il évoquait l'odeur du sel d'ammonium. Dans ces moments-là, il avait du mal à respirer, comme si l'air lui-même s'amincissait autour de lui. Il pouvait s'agir d'une réaction allergique, ou simplement d'une question de chimie personnelle, mais cela rendait leur relation intenable. Il n'y avait aucun préjugé, juste de la physiologie. Par la suite, Booth devint circonspect quant aux relations où une telle incompatibilité chimique pouvait surgir. Comme l'écrivait jadis le naturaliste Karl Voigt, le parfum d'un peuple fait partie de son histoire immuable. Eustace et Kanisha en discutèrent ouvertement. Étant une professionnelle de la santé et une femme raisonnable, elle reconnut qu'ils n'avaient aucun avenir commun. Au début, elle refusa d'accepter l'argent que Booth lui offrait, mais il lui expliqua avec émotion qu'il ne s'agissait ni d'argent du silence, ni d'une tentative d'apaiser une quelconque culpabilité, car il n'était coupable de rien. Ces 200 000 $ représentaient sa confession d'amour et son profond désir d'aider une femme qui avait enduré à la fois l'abandon de son mari et sa séparation d'avec lui. Eustace, Kanisha, ma chérie, dit Booth doucement, dis-moi, que puis-je faire d'autre pour toi? Je ne peux pas te donner grand-chose. J'ai un fils. Si je vivais seul, je te donnerais tout. S'il te plaît, accepte cet argent. Achète de beaux meubles. Rénove ta maison. Alors, avons-nous un accord? Kanisha hocha la tête à travers ses larmes. Ils pleurèrent dans les bras l'un de l'autre et se séparèrent, sinon en amis, du moins en connaissances amicales. Plus tard, Eustace rencontra Gillian Axelson, une professeure de langue et de littérature anglaise de 30 ans à l'école de Simon. Écossaise, elle déployait des efforts considérables pour maintenir un air de sévérité, mais sa nature naturellement enjouée et joyeuse remontait invariablement à la surface sous cette façade froide. Divorcée, célibataire et sans enfant, elle avait 5 ans de moins que Booth, et leur personnalité s'accordait parfaitement. Eustace finit par rassembler le courage de l'inviter à sortir. Gillian accepta, et ce fut le début de tout. Après 6 mois de fréquentation, il devint évident que ces deux individus étaient faits l'un pour l'autre. En avril 2006, Booth la demanda en mariage, et Axelson accepta. Ils célébrèrent un mariage modeste en juin, et comme le dit l'adage, ils vécurent heureux pour toujours, ou du moins c'était leur aspiration. Au premier coup d'œil, Eustace et Gillian présentaient un couple idéal, et après un examen plus approfondi, ils continuaient de le faire. Deux individus calmes, équilibrés, avec des tempéraments stables et des opinions sur la vie parfaitement alignées. Au lit, Gilly n'était ni aussi affirmée que Margary, ni aussi désinhibée que Kanisha. Elle chérissait les préliminaires prolongés et les baisers tendres. Elle ne pouvait tout simplement pas s'en passer. Après que Eustace ait révélé son côté tendre, elle développa un penchant pour de telles affections, anticipant toujours cette proximité en premier, suivie de tout ce qui se passait ensuite. Néanmoins, leur alchimie dans la chambre à coucher était exceptionnelle. Gilly possédait également un parfum agréable. Quand elle transpirait, comme cela arrive inévitablement lors des moments intimes, elle exhalait un arôme chaud et naturel, rappelant vaguement le poulet rôti sans épices. Un phénomène particulier,
mais en quelque sorte réconfortant. Pendant ce temps, Simon et Gillian se sont liés presque instantanément. Parfois, le garçon se confiait à sa belle-mère des secrets qu'il ne partageait même pas avec son père. Après 6 mois, Simon appela Gillian pour la première fois maman. Et ainsi cela continua, maman ceci, maman cela. Cela semblait juste. Il était naturel qu'en mars 2008, Gillian donne naissance à une fille et à un garçon. Ce n'étaient pas des jumeaux identiques, mais plutôt des jumeaux fraternels. La grossesse avait présenté des défis considérables, et l'accouchement s'est avéré tout aussi ardu. 2 nourrissons en bonne santé, nés à terme, ont imposé un fardeau important au corps de Gillian. Stacy fut la première à arriver, avec un poids de 3 kg et 400 grammes et une longueur de 46 cm. Bonnie suivit 12 minutes plus tard, pesant 3 kg et 600 grammes et mesurant 45 cm. Gillian se rétablit pendant une semaine dans un centre de réadaptation après la naissance. Ses activités se limitaient à s'allonger et à allaiter les bébés. Cependant, sa constitution robuste facilita un rétablissement rapide, lui permettant de retrouver ses forces. En l'espace d'un mois, Gillian était déjà vue en train de se promener dans le quartier avec la poussette double. Simon, âgé de 13 ans, fut épargné de la responsabilité des soins aux nourrissons, car il avait déjà du mal à trouver suffisamment de temps pour se reposer personnellement. Peut-être que cela contribua à l'affection sincère de Simon pour les jumeaux, Stacy et Bonnie. Il semblait tirer une satisfaction à les chérir et à contribuer à leur éducation. Plusieurs années plus tard, Stacy affirmait fréquemment son statut de jumelle aînée, dirigeant souvent son frère avec un comportement autoritaire. Tout cela était dû à son avance de 12 minutes dans la vie. Lors de leurs désaccords, elle répliquait parfois « Ne me dis pas quoi faire, petit. » Petit. Pourtant, dans l'ensemble, la famille jouissait d'une existence harmonieuse et heureuse. Les parents de Gillian, qui résidaient à Bristol, en Angleterre, n'eurent pas l'occasion de rencontrer leur petite fille avant l'âge de 7 mois. Ils finirent par organiser des vacances communes pour leur rendre visite aux États-Unis. Les Fleming, Dieu les bénisse, traitaient les jumelles comme si elles étaient leurs propres petites filles, les comblant de jouets et de cadeaux. En substance, la vie de Stas Booth s'était déroulée d'une manière qui dépassait ses espérances les plus folles. En octobre 2009, Marjorie Booth retourna dans sa ville natale pour y présenter son programme de concert. La représentation était offerte gratuitement. La mairie ne put couvrir qu'un quart des dépenses totales. Cependant, Marge, par patriotisme, insista pour que l'entrée au Centre des Arts de la Seine soit entièrement gratuite. Bien sûr, il était probable que Marjorie ne soit pas la seule à être parvenue à cette décision. Il était plus vraisemblable que son producteur ait estimé qu'une telle générosité envers son public de sa ville natale rehausserait considérablement la réputation de la star. La salle était remplie à craquer, digne d'une célébration du Nouvel An. Booth et son fils faisaient partie des spectateurs. On comprendrait que Gillian ait préféré rester à la maison. Elle gardait leur jumelle d'1 an et demi. Les Fleming étaient également présents, impatients d'assister au succès et au triomphe de leur fille. Que dire ? Tout le répertoire était arrangé avec une maîtrise consommée. Des mélodies de jazz alternaient avec des compositions blues, chaque morceau semblant surpasser le précédent en qualité. À chaque morceau successif, la musique devenait progressivement plus mélodique, tout en gagnant simultanément en profondeur émotionnelle. D'une composition à l'autre, la sensibilité émotionnelle et le lyrisme des paroles se renforçaient. Le sens du drame augmentait constamment. Le public était captivé, leurs expressions reflétant émerveillement et stupeur. Le dernier morceau de blues s'intitulait « Pourquoi ai-je fait ça ?» La diva informa le public que ce morceau de blues particulier serait interprété pour la toute première fois, là, maintenant. S'ensuivit une introduction mélancolique à la guitare. Dans le premier couplet, Marge chanta combien sa vie était devenue merveilleuse, détaillant ses voyages à travers le monde et la joie qu'elle apportait à son public. Elle raconta son plaisir de ses nouveaux admirateurs et les cachets généreux qu'elle exigeait. Vint ensuite le refrain, un refrain qui envoya des ondes de choc dans le public. Pourquoi ai-je agi si stupidement ? Pourquoi ai-je rompu mes vœux ? Pourquoi ai-je été si cruel ? Comment pourrais-je jamais réparer cela ? Le solo de guitare électrique murmurait doucement en arrière-plan. Cependant, entre les mains d'un véritable professionnel, elle pleurait avec une intensité si poignante qu'elle remuait les émotions les plus profondes de l'auditeur. La voix de Marge tremblait, mais elle garda son sang-froid. À la fin de la chanson, des larmes coulaient sur ses joues, dégoulinant de son menton sur son élégante robe. C'était le blues d'une âme humaine perdue,
une musique née de la tristesse et de la solitude. C'était le son d'un cœur en deuil, involontairement mis à nu. La note finale s'évanouit, mais le public resta dans un silence stupéfait. Pendant environ 5 secondes, la salle fut enveloppée d'un silence admiratif. Puis, elle éclata dans une cacophonie de sons. Les gens applaudissaient, criaient et sifflaient avec un enthousiasme débridé. Certains tentèrent même de monter sur scène, mais les agents de sécurité formèrent rapidement une barrière protectrice. Marge continua de saluer et d'envoyer des baisers à la foule. Pendant ce temps, sa famille de 4 personnes quitta discrètement l'auditorium, se dirigeant vers l'entrée de service, vers les coulisses et les loges. De l'intérieur, il pouvait clairement entendre la voix de Marjorie amplifiée par le microphone. « Merci. Merci. Je vous aime tous. Merci. » À la porte, un agent de sécurité les intercepta. Ils ne tentèrent pas de forcer le passage ni d'appeler le nom de la star. Au lieu de cela, ils demandèrent simplement qu'il transmette un message. Marjorie Booth serait-elle disposée à voir Simon Booth? Le garde appela un autre membre du personnel et lui murmura quelque chose à l'oreille. L'homme s'éloigna alors. À peine une minute s'était-elle écoulée que Marge fit irruption dans le couloir. Elle aperçut sa famille et courut vers eux. Le videur s'écarta pour éviter que la star de la scène ne le heurte. L'ex-femme se précipita, embrassa son fils et le serra fort contre elle. Ils restèrent là en silence pendant quelques instants. Puis, elle le relâcha, recula, l'examina de la tête aux pieds et l'embrassa une fois de plus. Un grand homme à la peau foncée, identifié comme Neil, s'approcha et dit sévèrement, « Marge, tu froisses les accessoires de scène. » Il pointa un doigt avec impatience. « C'est qui, ça ?» Elle se tourna et les présenta. « Neil, voici Simon, dit-elle fièrement. Mon fils. » Puis, elle expliqua à Simon, « Chéri, voici mon producteur, le célèbre Neil Rogers. » Marge, n'oublie pas que tu as une conférence de presse dans 10 minutes et une réception à la mairie dans 1 heure, lui rappela Rogers. Alors, va te changer. Oui, Niall, d'accord. Elle se tourna vers son fils et ses parents. Je suis désolé, mais il faut que j'y aille. Maman, papa, je passerai ce soir. Simon, laisse ton père te conduire chez Pépé et Mémé. Hust, s'il te plaît, emmène-le. Je t'en prie, je t'en supplie. Eustache se contenta d'un signe de tête silencieux et, bien sûr, il conduisit son fils chez les Fleming, où Simon passa la nuit. Puis, un dimanche matin d'août 2010, on frappa à la porte d'entrée. La famille Booth prenait son petit déjeuner, et sans se lever de table, Eustache lança « Entrez, c'est ouvert ». Et alors Marge entra. Elle portait une sorte de pâtisserie recouverte d'une serviette. « Bonjour, je suis votre nouvelle voisine de la maison numéro 116. Je suis venu me présenter. J'ai apporté une tarte aux pommes. Peut-être pourrions-nous prendre le petit déjeuner ensemble. Vous n'allez pas me renvoyer, n'est-ce pas ?» Eustache resta simplement assis là, la bouche bée de surprise. Alors, c'était donc elle qui avait acheté le bungalow de la famille Thornton sur la 9e avenue, cette maison de style colonial sur la colline. Le bâtiment était en rénovation depuis 1 mois, et maintenant il avait l'air magnifique. De toute évidence, ils avaient dépensé des dizaines de milliers pour la restauration. De nouveaux meubles et appareils électroménagers avaient été livrés, une nouvelle pelouse posée, et des pots de fleurs disposés près du porche. Tout comme Eustache et Gillian l'avaient supposé, une famille riche emménageait, mais il s'avérait qu'il en était autrement. Bien sûr, Marjorie fut invitée à table. On proposa des omelettes, du café, de la crème et des crêpes. Pendant le petit déjeuner, ils échangèrent des plaisanteries à travers l'entrebâillement de la porte. Du jardin, Simon appela depuis le couloir. « Maman, fais-moi une omelette aussi. » Les 2 femmes répondirent à l'unisson. « Oui, mon chéri. » Simon entra prudemment dans la salle à manger et jeta un coup d'œil à l'invité. « Maman. » Marge se leva. « Viens ici, mon chéri. Laisse-moi te faire un câlin. » Ils s'embrassèrent. L'adolescent de 15 ans dépassait déjà sa mère d'une tête. Bien sûr, la visite créa une certaine gêne, mais personne ne se plaignit. Tout le monde se comporta avec politesse et gentillesse. Simon, en fait, parla avec enthousiasme à sa mère de sa vie, regardant Marge comme si elle était un ange descendu du ciel. À la fin de ce petit déjeuner matinal, l'invité se tourna vers l'hôte. « Justy, puis-je te parler ?»
J'aimerais te parler en privé, Marge. Je n'ai pas de secret pour ma femme, répondit Booth. Je comprends, mais ce serait un peu inconfortable pour moi de discuter de ces questions devant tout le monde. S'il te plaît, accorde-moi quelques minutes de ton temps. Et Gillian soutint l'invité. Justy, par lui. Je pense que c'est quelque chose dont vous avez tous les deux besoin. Elle insista sur le mot tous les deux. Bien sûr, bien sûr. Booth accepta et conduisit son ex-femme dans son bureau, dans l'aile droite de la maison. Ils s'assirent dans des fauteuils l'un en face de l'autre et restèrent silencieux pendant un moment. Marge, tu as dit que tu voulais parler. Justas lui rappela. Si tu es pressé, nous pouvons remettre cette conversation à plus tard. Non, je ne suis pas pressé. C'est mon jour de congé. Je suis juste un peu nerveuse. D'accord, ma chérie. Oh, désolé. Une vieille habitude. Quoi qu'il en soit, Marge hésita. Dis-moi, Justy, que ressens-tu pour moi? Booth parut surpris. Je me sens bien à ton sujet. Tu es la mère de mon enfant, mon fils. Tu le soutiens financièrement. Et alors? Et alors, tu ne me détestes pas? Justy sourit faiblement. Marguerite, est-ce que je t'ai déjà détesté? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Bon, je t'ai maltraité. Et alors? Tout cela appartient à un passé lointain. Je vais bien maintenant. Tu peux le constater toi-même. J'espère que tu vas bien, toi aussi. Il ne sert à rien de déterrer le passé quand rien ne peut être changé. Oui, tu as raison. Rien. Marge baissa la tête. Puis elle se redressa à nouveau. Tu sais, j'ai acheté la maison à côté de la vôtre pour être plus près de ma famille. Elle se corrigea. De mon enfant. Mon contrat se termine en décembre, et j'aimerais m'installer ici. Tu sais, je suis fatigué. Fatigué de toute cette agitation, des déménagements constants, des répétitions tardives, de la pression incessante. Je veux me reposer. Je veux reprendre mon ancien travail. Qu'est-ce que tu en penses? Justas parut surpris. Marge, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux entendre tes conseils. Tu as toujours été beaucoup plus intelligente que moi. Mon conseil est de faire ce que tu veux vraiment. Mais vas-y. Je ne pense pas que tu puisses revenir à la vie d'une simple comptable. Tu t'es habitué à la célébrité, aux fans, à l'argent facile. Comment vas-tu vivre sans tout ça? Marjorie fit une pause pour réfléchir. Puis elle continua. Il y a une question qui me tracasse. Puis-je la poser? Bien sûr. Marge, nous sommes des adultes. Nous pouvons parler de tout. Alors dis-moi. Pourquoi as-tu fait ça à l'époque, commença T.L. Eh bien, alors pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu parti et as-tu négligé de m'emmener avec toi? Tu étais consciente de mon manque de moyens de transport. Pourquoi, Justy, continua Marge, la voix empreinte de douleur. Et qu'attendais-tu, au juste, que je fasse? Je suis perdu. Mais tu n'aurais pas dû me déserter. J'ai été profondément blessé. Tu en es consciente. Profondément blessé, réitéra T.L. C'est l'impulsion derrière ma fugue avec Shannon. Observant l'expression interrogatrice de Justice, elle précisa, Shannon, le garçon avec qui j'ai, enfin, entretenu des relations intimes. Tu comprends à qui je fais référence, l'individu universellement connu sous le nom de Bob. Cette explication suffit à clarifier les choses, et Justa lui fournit sa réplique. Très bien, Marge, bien que je ne pense pas vous devoir d'explication, inversons le scénario. Imaginez, aussi vivement que vous le pouvez, que vous m'ayez découvert en flagrant délit avec, par exemple, Ella Matthews. Ella Matthews était une amie de Marge, et Marge avait occasionnellement nourri des sentiments de jalousie envers Justice à son égard. Eh bien, quelle ligne de conduite auriez-vous adoptée? Son ancienne compagne sembla dépourvue de toute réponse immédiate. Je vais vous éclairer sur ce que vous auriez fait. Vous auriez fui la pièce en larmes, seriez monté dans votre voiture et auriez foncé vers l'horizon jusqu'à heurter un poteau électrique. C'est précisément ce qui se serait passé. N'êtes-vous pas d'accord? Eh bien, peut-être concéda T.L. Peut-être. C'est sans équivoque ce qui se serait produit. Qu'est-ce que vous attendez de moi? J'étais dans un état de choc. J'étais dévasté, anéanti.
Toute mon existence s'est effondrée. À ce moment précis, dans l'enceinte de ma maison, j'ai sérieusement envisagé de mettre fin à mes jours avec une blessure par balle auto-infligée. Et pendant une période aussi tumultueuse, vous attendez de moi que je sois responsable, que je conserve ma raison, que je témoigne de la sollicitude à votre égard, que j'adhère à des principes moraux. Je ne comprends pas, Marge, comment j'aurais pu réprimer mon désespoir et initier une conduite morale. Comprenez-vous ce que je veux dire? En effet. Madame Booth secoua la tête, pensivement. Je suppose que je ne l'avais jamais envisagé de ce point de vue particulier. Justice esquissa un sourire mélancolique. Marge, il existe une multitude d'aspects que vous n'avez jamais considérés. Comprenez-vous que vous avez presque précipité la mort de votre mère? Elle a été contrainte d'ingérer des poignées de médicaments simplement pour endurer la journée. À une occasion, Joël a même été contraint d'appeler une ambulance. Telle était la gravité de l'état d'Hélène. Tout cela s'est produit après votre disparition. Un long silence s'abattit sur eux deux. Puis-je poser une question, interrogea Justice. Allez-y, répondit Marge, résolument. Pourquoi tout cela? Je reste perplexe. Quel élément vous manquait-il? Aspiriez-vous à l'exaltation, ou quelque chose de cet ordre? Cette question particulière ne me tourmente plus avec la même intensité qu'avant, mais ma curiosité persiste. Quelle était la cause sous-jacente? Vous savez, moi-même, je n'étais pas capable de le comprendre. Cela s'est manifesté comme si j'avais été placé sous hypnose, comme si une réalité alternative s'était dévoilée à moi. Un royaume qui était affranchi, débridé et harmonieux. Et je me suis simplement laissé porter par le courant. Oh, Justy, c'était d'une absurdité totale. Les naïves absurdités d'une fille de province. Maintenant que j'ai 36 ans, avec un anniversaire important à l'horizon, je peux discerner l'étendue de ma folie passée. Avez-vous des regrets? Parfois, oui. Occasionnellement, j'aspire à cette existence tranquille et mesurée. Et à l'occasion, je me délecte sincèrement de mon présent chaotique. Toutes ces excursions à travers le globe, l'adoration du public. Vous voyez, c'est comparable à un narcotique. Cela stimule vos sens d'une manière que rien d'autre ne peut reproduire. Très bien. Justice se redressa sur sa chaise. Vous avez sollicité mon conseil, et ainsi, je vais vous le fournir. Abstenez-vous de modifier quoi que ce soit. Si l'occasion se présente où vous commencez à ressentir de la répulsion envers votre style de vie actuel, vous conservez l'option de cesser et de revenir ici, auprès de votre fils et de vos parents. Comprenez-vous ce que je veux dire? Cependant, si vous abandonnez le monde du spectacle à ce stade, un retour ultérieur s'avérera inatteignable. Voilà mon point de vue sur la question. Vous possédez probablement déjà des ressources financières amples, et si vous cessiez maintenant, vous pourriez subsister confortablement pour toute la durée de votre vie. Cependant, si vous tardez pendant une période légèrement prolongée, vous amasserez des économies encore plus importantes, assurant une vie d'une aisance considérable. Marge le regarda, les sourcils levés de curiosité. Vous avez sollicité un avis, et ainsi, voici ma recommandation primordiale, la plus critique de toutes. Ne vous précipitez pas. Vous occupez actuellement une position enviable. Vous possédez un choix. Peut-être serait-il prudent d'attendre le moment où ce choix cesse d'exister. Ou peut-être que ce moment ne se matérialisera jamais. Mon Dieu, Justice s'exclama Marge, se levant. Vous m'avez fourni une perspective inestimable. Merci. Merci infiniment. Venez, rejoignons votre famille. Ils sortirent du bureau, et Marge s'adressa à Gillian. Gilly, ton mari est un individu vraiment remarquable. Il m'a été d'une aide incommensurable et a véritablement apaisé mes angoisses. Je voudrais solliciter votre permission de lui accorder un baiser. Gilly, prise au dépourvu, haussa les épaules, incertaine. Très bien, allez-y. Et Marge effleura doucement la joue de l'homme de ses lèvres. Puis, avec une rapidité inattendue, elle lui déposa un baiser fugace sur la bouche. Se retirant, elle parla comme si rien d'inconvenant ne s'était produit. Très bien. Je vous exprime ma gratitude à tous deux pour tout. Je résiderai à proximité immédiate jusqu'à la fin du mois d'août. Simon, je t'encourage à me rendre visite aussi souvent que possible, d'accord? Ce sera aussi ta maison. Elle se tourna vers le couple. Et vous deux devriez aussi venir, au moins de temps en temps vous êtes invités. Je vais à présent prendre congé.
Je n'ai aucune envie de m'immiscer. Adieu. Et elle s'éloigna avec grâce. Gillian demanda avec suspicion, qu'est-ce que tu lui as dit pour l'emplir d'un tel rayonnement? Ah, rien de particulièrement significatif, répondit Justice. Elle nourrit le désir d'abandonner la scène et d'embrasser une existence simple dans notre voisinage. Je l'en ai dissuadé. On peut détruire sa carrière à n'importe quel moment, mais la rectifier ultérieurement s'avère impossible. Je crois qu'elle a enfin saisi ce concept. Sa femme l'étreignit chaleureusement. Oh, mon petit philosophe. Lorsque Justice entra dans la chambre après sa douche, il découvrit Gillian sanglotant et tamponnant ses yeux avec le bord du drap. Il se précipita à ses côtés, inquiet. Chérie, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle renifla. Elle me surpasse en tout. Mon Dieu. Qui? S'exclama-t-il, perplexe. Marge, elle est plus belle et plus talentueuse. C'est une étoile. Il restait interdit. D'accord, et j'ai peur qu'elle ne t'enlève. Je ne peux rivaliser avec elle. Justice était complètement abasourdie. Chérie, pourquoi estimerais-tu nécessaire de rivaliser avec elle? Les femmes, pensa-t-il, ne donnent jamais de réponse directe aux questions. Regarde-la, et ensuite regarde-moi. Je suis entièrement couverte de taches de rousseur. Justice enlaça sa femme. C'est absolument ravissant que tu sois constellée de taches de rousseur. J'ai l'intention d'embrasser chacune de tes taches de rousseur. Chaque exquis petit point. M'y autorises-tu? Quoi? Tu as l'intention de m'embrasser 1000 fois. Non. J'ai l'intention de t'embrasser 1 million de fois. Et il commença à effleurer de ses lèvres les minuscules points qui ornaient son nez. Puis, il se retira légèrement et demanda, tu comprends bien que tu n'as aucune rivale, n'est-ce pas? Ce à quoi Gilly répondit, ne te laisse pas distraire maintenant. 1 million, c'est 1 million. Cette nuit-là, au milieu de la ferveur de leur passion, à travers la tendresse et l'amour, ils conçurent une autre petite fille. Ils la baptisèrent Lika, ce qui signifie bonheur. Et comment aurait-elle pu ne pas être heureuse, quand sa marraine n'était autre que la sommité musicale, la légende du blues, la magnifique Marjorie Booth? Jeg går tilbage på Spotify. Tror jeg ikke. Nå, I må sige til, hvis det her det er for højt eller for lavt. Fuck, nu kan min chat er væk nu. Sådan der. Hvad var det, jeg ville sige, mand? Jo, så prøvede jeg at se en Savannah-stream, og så gik der 5 minutter, og så hakkede hele lortet i 20 minutter, og så gik jeg ud. Eller jeg ved ikke, om det var 20 minutter, jeg gik ud efter et par minutter, tror jeg. Jeg tror, det er noget af det. Nej, det blev kaldt på arbejde, ikke? Hej, missen. Jeg vil også sidde i nederdel af cowboy boots på nogens skød. Hun klarede handstand Hank, dog. Ja, imponerende. Altså, jeg kan også godt, men hey. Ikke se mig her, Grobra. Han er ellers nice, ham hun havde med. Ja, Joachim, ham der bilduden, ikke? Han er garanteret nice, hvis man går op i biler, men jeg går minus op i biler. Så altså, alt han siger, det er fransk for mig. Nej, russisk for mig. Altså, undskyld mig, så jeg ikke en båd. Er der nogen, der vil berette om, hvad de har brugt dagen på i dag? Ikke har hey, det er sgu sygt. Men hey, respekter grinden. Det er måske sandt nok. Ja, præcis. Hvad fanden? Plejer der ikke at være et vindue dernede? Arbejde er sjovt nok, din idiot. Ja, det kan da godt være, der er nogen, der har lavet noget efter arbejde, eller før arbejde, eller et eller andet. Hvad kalder man idiot, din idiot, altså? Jeg er fandme sur på dig, altså. Peter Cykelhandler! Wow! Insane, mate! Fuck. Altså, er det bare mig, eller går tiden sindssygt hurtigt? Peter Cykelhandler med 3 måneder subscription allerede. Det føler jeg helt absurd. Tusind tak, mate. Bonjour. Ramte den dybe pokergrind tidligere. Op eller ned, Cobra? Hej tube. Bliver unmoddet, hvis Freja giver mig roadhead. Kan du ikke bare lade være med at fortælle mig om, hvis du får roadhead? Bonsoir, når det er aften. Yep.
Det fandt jeg også ud af, fordi jeg så en eller anden Instagram reel på et tidspunkt, der jeg lå og doomscrollede. En eller anden, der blev gjort grin af, fordi hun sagde bonjour om aftenen. Bygget Lego og læste lidt mere op på fransk. Hvorfor læser du op på fransk? Skal vi have i titlen, at vi er i gang med at gennemføre Hardcore Minecraft 3 gange i træk, eller er det lige meget, hvad tænker I? Jeg vil tage lidt af det her med. Giver Freja head. First time chat her, by the way, for Kapperguden. Giver Freja head. Jesus. Så tid 90 spiller jeg retter lidt afsnit i det opgave. Hvad med dig, MH? Jamen, jeg var lige ude og købe noget i elgrej. Lige ude og handle sådan lidt af hvert, og bibbidi-bobs og sådan noget. Men ellers så har jeg legit bare været herhjemme. Lige ude og nyde vejret bare en lille smule. Jeg kan virkelig godt mærke, det er sommer, by the way. Prøv lige at skrive et i chatten, hvis man også døjer med allergies. Træt af der er legit ikke andet. Men det er også fordi Freja og Musse og Krogholt sidder hele tiden. Jeg struggler virkelig meget for tiden. Det lige når jeg går og græder ud i offentligheden. Jeg er legit løbet tilbage, kan jeg se. Det var der jeg startede. Ej, ikke mig nu. Freja, med al respekt, skal jeg gå ind og kigge på din logs. Har været kronisk snottet de sidste par uger. Det er sgu lort. Det er jeg heldigvis ikke. Altså mine allergies, de sætter sig i sådan, jeg nyser, mine øjne løber i vand, og mine øjne klør, og min gane klør. Er Musse og Freja sammen? Det tror jeg. I think so, ja. Har en Lando Norris monster. Hold da kæft. Hvad var det, jeg ville sige? Jo, jeg købte også lige en enkelt en lille Rio Punch i dag. Godt, det ikke er 1 HP. Ja, for helvede, det må du da nok sige. Jeg er sgu enig. Ej, jeg vil så gerne over i højre side igen, kan jeg mærke. Ja, ved du hvad? Venstre side er måske fint, ikke? Rio Punch er god. Ja, den er faktisk rigtig god. Den er ikke dårlig. Jeg føler det sådan en... Okay, vi har faktisk en lavapøl her. Så kan vi bare ind, vi skal bare ned, så tænker jeg. Hvad hedder det? Fuck, hvad var det, jeg ville sige? Altså...